Bonjour à tous, merci de m'accueillir à ce moment. Alors comme je vous le disais, moi je suis un peu né dans un chaudron magique d'un service d'enseignement où on faisait déjà de l'art très tôt dans les soins. Donc j'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose qui était novateur. Évidemment, c'est un peu perturbé dans mon mode de fonctionnement, même si j'étais avant ça médecin généraliste de campagne. Ça me paraissait totalement normal d'avoir des danse-thérapeutes, des art-thérapeutes, des psychologues qui s'intéressent à l'art, d'avoir des soignants intéressés par l'art. Bon, ils y allaient parfois par la manche, hein, il fallait les chercher. Parce que peut-être c'était pas facile de se mettre en situation d'être inconfortable par rapport à l'habitude. De parler de quoi de prendre conscience que les gens qui ont des problèmes de maladie chronique, ils vivent des choses, ils traversent des choses émotionnellement et que pour un soignant, c'est pas facile non plus. Il va falloir l'accueillir et aussi les accompagner là-dedans. Mais aussi que peut-être il y avait un vrai champ de travail correspondant à la transformation de ce moment qui n'est pas idéal dans une possibilité d'advenir du nouveau, et peut-être même mieux qu'avant, en tenant compte de ce phénomène dont Laure disait la crise n'est pas un hasard et peut-être même une bonne solution pour faire évoluer les choses. Parce que l'art et les soins, c'est peut-être assez antique, mais aujourd'hui, si c'est ouvrir des paysages dans un mur de béton, pourquoi pas, hein, la possibilité d'influencer notre regard et redonner du champ pour aller un peu plus loin. Mais aussi une possibilité de décider de ce que l'on va voir dans le paysage. Hein, est-ce que c'est des drapeaux guerriers que l'on voit au fond, là, ou c'est plutôt une image de paix avec du vent qui flotte sur cette ville? Et prendre conscience de ce pouvoir qui est en nous, comme vous avez fait l'expérience tout à l'heure, d'entendre les vagues ou de les voir ou de les percevoir en vous, c'est déjà concevoir qu'il est possible de choisir la façon dont on regarde le monde, à tout instant. C'est pour ça que là, maintenant, vous pouvez oublier l'autre sculpture et aller voir Gueluc sur le bord du lac de Genève et y trouver du plaisir. Alors, Hubert, j'ai dit à ton ami, ton tendre et cher tout à l'heure, que j'étais étonné de ne pas t'entendre parler de sensualité, parce que les pièces, tout à l'heure, moi j'avais envie de les toucher, de les caresser, de les soupeser, voilà, de les renifler peut-être, parce que tous ces sens-là étaient en émoi, là. Et sur le bord du lac, moi j'avais envie de toucher les gros ventres là, des chats, d'aller regarder les oiseaux, presque d'écouter ce qu'ils sont en train de raconter. Alors je suis un peu bizarre peut-être, mais ça me génère ça. Et puis de la joie, et du coup de la joie. Et voilà une autre proposition, c'est que des fois on dit, voilà, l'art c'est chouette parce que ça amène des choses joyeuses, mais pas toujours, hein. Des fois ça pique. Mais quand on n'est pas bien, parfois c'est bien que ça pique, et que ça pique ailleurs que chez soi. Ça pique chez les autres, c'est pas mal aussi. Et quand on dit, je crois que c'est les stoïciens qui disaient, quand je suis pas bien, je suis pas bien, hein. Et quand je suis gay, je suis vraiment gay. Ne me demandez pas d'être gay quand je vais pas bien. Mais ne demandez pas non plus d'être pas bien quand je suis gay. Choisissons. Et allons jusqu'au bout des choses. Et voyons jusqu'où ça nous mène. Alors, pourquoi j'ai marqué l'Homère et l'Odyssée? Parce que ce que je suis en train de parler, probablement, c'est un peu une sorte de dialectique de l'art et des soins. Si on pouvait poser le diaporama et se dire que, voilà, je ne sais pas, moi, quand ça a commencé les soins, hein, ce que je sais, c'est que quand on regarde les grottes rupestres, avec les peintures rupestres, on voit des choses. Hein. On ne sait pas ce que ces personnes pensaient. On ne sait même pas s'ils étaient conscients, mais ils ont fait des choses. Hein. Ils ont fait des choses et peut-être c'était déjà du soin. Peut-être c'était simplement une façon d'exister. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé en fait? Mais moi, quand je vais dans ces endroits-là et que je mets ma main juste à côté, j'ai l'impression d'être comme eux dans la même tragédie ou dans la même expérience et de me dire que quelque chose est en train de se créer du lien. L'art est aussi là pour nous faire vivre de manière éternellement, probablement, et ça nous raconte des choses. Peut-être que c'est aussi une façon de vivre, tout simplement. Et que vivre, c'est déjà un soin. Surtout quand il est vraiment présent. Voilà, si on regarde de manière un peu mécanique, puisqu'on m'a demandé de parler du côté plutôt médical, en fait, hein, ça c'est toujours ce fameux rapport de l'OMS, là on va peut-être beaucoup insister là-dessus, sur ce qui est vraiment important. Et puis la petite zone que moi j'ai soulignée en bleu, c'est aller au musée. Ça tombe bien, on est au musée aujourd'hui. Mais toutes les activités culturelles, pas seulement artistiques, culturelles, hein, c'est ça aussi où je voulais insister, c'est-à-dire toute la démarche qui consiste à s'ouvrir au monde, a une importance sur la santé. Et comme disait tout à l'heure Laure, et probablement ce que disait aussi Julie tout à l'heure, art thérapeute, c'est que les études sont en train de dire, voilà, elles sont en train de converger, mais le rapport dit, faudrait faire des études plus précises pour voir vraiment dans quelle situation c'est vraiment efficace. Donc on y va un peu de manière tiède et un peu à reculons, mais enfin on peut y aller quand même.
peut y aller, peut-être on pourra arriver à une prescription un jour avec remboursement. C'est ça la question. Parce qu'ils ne voudraient pas trop s'engager dans les histoires financières, probablement. Ce serait trop aller loin. Sachant que quand même, ceux qui ont vécu la période de Covid, je ne sais pas si vous y étiez, vous, moi j'y étais, c'était pas facile d'être tout seul. Hein. Mais l'art, c'est aussi une possibilité de penser la transformation, peut-être même la réversibilité d'une situation. Vous voyez, avec cette tête, là, on peut mouler d'un côté, puis on peut la découper à nouveau, puis refaire derrière, puis on va recreuser à l'intérieur et y mettre des choses nouvelles. Julie parlait tout à l'heure en art-thérapie de remettre des mots. Il nous m'est arrivé parfois de refaire des formes et puis de demander aux gens de les défaire et puis de remettre des mots, puis de refaire la forme après et voir ce que ça changeait. Parce que finalement, si on est toujours dans l'ici et maintenant, ça ne nous empêche pas de penser à demain et que la création nous amène comme on était au bord de l'eau avec loin l'horizon, un navire qui bouge et qui nous permet d'aller loin et de continuer à avancer même quand c'est pas toujours facile. Pour Marc Aurèle, le monde d'ailleurs n'est qu'une transformation. Et peut-être que pour notre corps, la question de la métamorphose est quelque chose qui s'impose à lui de manière régulière. Nous sommes faits pour nous adapter. Peut-être qu'on refuse des fois de s'adapter. Peut-être que ça nous fait mal, peut-être que c'est compliqué, peut-être que c'est un peu douloureux, mais que peut-être c'est aussi une opportunité de changer. Et physiologiquement parlant, nous sommes tous équipés pour survivre. Je crois que c'est Baruch et Spinoza qui disait que nous n'étions pas équipés pour mourir, mais pour nous défendre et avancer dans la vie. Et que finalement, l'éthique de la joie, c'était ça. Alors revenons sur musée et soins. Bon, c'est une vieille histoire en fait. Entre nous, on peut se le dire, on n'a rien inventé là, quand même. Mais le musée de Montréal avec Madame Bondy l'ont fait fort en disant tiens, on va rajouter prescription devant. Voyons comment ça perturbe de manière cognitive les gens. Vous voyez cette petite phrase qui a été rajoutée, qui vient du site du musée d'art moderne, du musée des Beaux-Arts de Montréal, nous indique qu'effectivement, à partir d'un certain temps, on peut prescrire. Avant, on ne pouvait pas, mais maintenant, on peut. Et puis, vous voyez, on a fait un petit champ d'évolution entre l'Ariana, ici, qui se présente à droite, et puis le musée le musée des Beaux-Arts de Montréal. Chose qui n'est pas arrivé par hasard, probablement, d'ailleurs. Oui, dans une ville où peut-être on a une historique de l'éthique de la joie un peu différente. Je ne critique pas, je dis juste voilà. Que là, c'est marqué, comme remarquez bien, profitez d'une visite gratuite au musée pour vous faire du bien. Ça pique. Mais bon, voyons. C'est peut-être très spirituel sans être forcément religieux. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que l'idée de cette sculpture dans la vie, de la vie générale raconte que s'ouvrir au monde, avoir une pensée créative, chercher à comprendre, donner du sens, ça nous taraude finalement. Voilà, j'ai fait une petite rétrospective juste sur les musées de manière très simple, parce que avant 2000, bien sûr, personne n'existait, c'est un autre siècle. J'ai mis juste que quand même, c'est pas nouveau cette affaire, et qu'en 2000, il y avait déjà en Angleterre le concept de muséothérapie, ce qu'on appelle les musées qui soignent, Therapeutic Museums. En fait, l'histoire a commencé depuis 1944, probablement officiellement, avec Adrian Hill, si mes souvenirs sont bons, qui était un peintre et qui a décidé qu'après la guerre, il allait proposer des œuvres d'art, en particulier de la peinture, aux gueules cassées anglaises après la guerre. Et donc, il visitait les personnes avec des tableaux. Et il leur faisait parler autour de ces tableaux. Tout le monde anglo-saxon s'est développé autour de l'idée, c'est pas mal l'art finalement dans les soins. Et ils ont développé toute une branche de connexion avec l'art et la thérapie. Dans le monde plutôt, on va dire, européen, et particulièrement francophone, la question de l'art est partie ailleurs. Alors vous voyez ici, j'ai marqué 2000. Art et musée égale plus art-thérapie. Et puis quand même, on attend 2018 au Québec pour une prescription muséale pour les médecins de famille. Et puis 2022 à Genève. Et puis Muse, donc à Genève, la prescription muséale avec le musée Ariana. Et puis Muse, c'est un petit joke privé pour moi, puisque en fait c'est en cours. Et donc ça viendra, on en parlera après. Mais vous voyez, il y a d'autres choses qui se sont passées. La partie anglo-saxonne s'est développée assez rapidement, avec la présence donc dès 2012 d'une convention avec le NHS, service de santé anglais. Donc on peut imaginer que chez nous aussi ça va arriver.
de convention avec une politique de vrai partenariat avec les hôpitaux, avec les soins, de façon à ce que des personnes qui sont dans les soins, soit en ambulatoire, soit en prévention de maladies, peuvent aller dans les zones des musées, profiter d'art et de culture. Des études ont été faites en Angleterre montrant que la mortalité totale diminue. La mortalité totale, ça c'est un critère qui chez nous est intéressant. Et puis, en 2014, on voit aussi que le MoMA, donc le musée d'art contemporain aux États-Unis, fait des propositions aussi pour la maladie d'Alzheimer. Et vous voyez que tout en haut, 2018, on va même jusqu'à augmenter des propositions de running culturel. Alors, moi, ça me fait beaucoup rire. Et à la fois, l'Ariana, qui s'est aussi impliquée dans l'histoire de l'activité physique, montre que l'activité physique augmente quand on vient au musée. C'est quand même quelque chose d'important pour des gens qui sont peu mobiles, par exemple, de venir ici, déambuler dans les salles. C'est un effort physique, c'est un but de sortie aussi. Donc si on voulait poser la question de savoir si ça sert à quelque chose sur la santé, déjà celui-là, il est acquis probablement. D'autre part, ce running culturel est aussi intéressant parce qu'on voit que les musées ont aussi cherché de nouveaux publics depuis très longtemps, à captiver et à décoloniser l'histoire de la culture, pour amener les gens dans des situations de facilitation d'accès à la culture, pour des raisons de fragilité, pour des raisons économiques, pour des raisons d'isolement social. Et peut-être ceux qui le savent, la maladie chronique est une situation d'isolement particulièrement importante. Je vais un peu vite. Pour ceux qui sont vraiment intéressés de compulser, il y a un compendium des musées. Compendium, en Suisse, ça correspond aussi au livre des médicaments. Voilà. Côté européen, peut-être plutôt francophone, on voit l'arrivée aussi en France, comme vous l'avez cité ce matin, élégamment, sur l'arrivée de la loi en 2009 du Code de la santé publique, intégrant les activités culturelles avec une intention très précise, tout à fait loyale, de respecter la dimension existentielle du malade. Première fois que je vois ça écrit de manière institutionnelle. Alors les faits n'ont pas forcément été toujours suivis, mais quand ça a été suivi, parfois, j'ai vu des expériences extraordinaires sur les soins qui ont été mis en place. En 2019, la Pitié-Salpêtrière emboîte le pas des visites muséales, en cardiologie, les visites de musées sur ordonnance également, avec le musée de Compiègne. Et à Bruxelles, en 2021, en soins post-Covid, 5 musées se sont dit d'accord de partager une expérience pour que les gens puissent aller voir des expositions. Voilà. En 2021, nous avons signé une convention ici entre le service de cardiologie et le MEG. Mais avant ça, il a fallu travailler. Et puis, vous voyez qu'il y avait des prédécesseurs. Le musée d'art et d'histoire à Genève, en 2011, travaille avec le handicap mental. J'ai entendu ce matin nos collègues qui parlaient en 2009 des malvoyants, par exemple. Voilà. En 2014, aux États-Unis, toujours le repère. Et puis en 2019, le musée d'art et d'histoire travaille aussi avec l'association Ferdinand pour la maladie d'Alzheimer. Vous avez vu cette ballerine tout à l'heure. Et donc là, il travaille avec des proches, des aidants, des familles, avec des personnes qui ont perdu la mémoire. Et puis on voit réactiver un bout d'eux-mêmes qui devient important et captivant. Et nous en sommes là sur l'histoire. Bon, je n'ai pas tout dit sur l'histoire générale, mais je pouvais simplement vous dire, avant de vous montrer ceci, que quand on regarde un peu l'histoire de la santé, la question de la puissance, du pouvoir qui détermine les soins est toujours en question. C'est-à-dire, au fond, est-ce que nous sommes les propriétaires de notre santé et de notre pouvoir à changer les choses, ou est-ce que nous partageons ceci avec des spécialistes ? Je crois que c'est Vladimir Ilitch qui parle de cette histoire de cambriolage du pouvoir de la santé. C'est une question philosophique, peut-être aussi une question de spécificité, mais depuis tout temps, la question de l'investissement sur les ressources profondes des personnes à se soigner est quelque chose qui taraude en fait, et sectorise la possibilité d'être d'un côté de la barrière, soignant, ou d'un autre côté, soigné. Avec Catherine, qui est au fond, nous avons déjà fait à la Société européenne d'éducation thérapeutique des ateliers tous soignants, tous patients. On s'est bien rendu compte que même si on changeait de côté de ses chaises, on était quand même des êtres humains et qu'on avait des choses à se raconter. Et que finalement, la question de se dire « Ah ouais, je suis un malade » ou « Je suis plutôt un soignant », ça aide à des choses peut-être pas à soigner, en tout cas. Je vous ai montré juste ceci pour vous dire que finalement, on se trouve avec l'art et la culture dans deux champs
dans un champ qui peut peut-être faire synthèse sur deux activités particulières qui sont les soins biomédicaux. On en a parlé un peu avec Laure tout à l'heure, sur la capacité et la plasticité cérébrale en particulier, la régulation des hormones du stress, qui sont en rapport avec le système d'adaptation profondément ancré et connecté avec nos sens. Je vois une image, c'est un tyrannosaure, je sécrète de l'adrénaline, je me barre. En attendant, j'ai mobilisé toutes mes réserves. Ou, je ne peux pas faire face, je me planque. Et puis, ça reste en moi. Et puis, pour pas trop agiter, je sécrète un peu de cortisol. Ça m'aide bien à vivre. Sauf que pendant ce temps-là, la glycémie monte, la pression artérielle monte, la fréquence cardiaque augmente, je prends du poids, je mange des choses qui sont sucrées, salées et grasses, ça tombe bien, ça me réconforte. Et le problème, c'est que ça a des effets sur la santé à long terme. Mais même, ça peut avoir des effets, donc l'impression que le produit est source de cicatrisation ou de guérison. Sauf que là, ça ne va pas durer. Et on peut identifier des perceptions physiques. Par exemple, si vous prenez le temps de mettre un peu de silence entre vous et d'écouter votre cœur. Voilà. Peut-être certains d'entre vous pourront l'identifier comme une pulsation agréable. Et on confond la pulsation avec l'émotion. Je suis amoureux, c'est pas pareil que d'avoir envie de courir. Pourtant, c'est la même fréquence cardiaque. Hein. Mais ouais, j'ai envie de taper le voisin, c'est pareil. Hein. Donc vraiment, les deux choses sont tout le temps en confusion. Et cette confusion, voilà, c'est pour ça que l'éducation thérapeutique est importante, pour faire sens à l'expérience, faire comprendre ce qui se passe à l'intérieur, pour donner des clés et des ressources aux personnes, qu'elles aient la capacité de se mobiliser. Ceci, Jean-Philippe Hassan, qui était un des fondateurs de l'éducation thérapeutique, l'a compris depuis très longtemps. Et la question de la biologie, de la neurobiologie n'était pas connue. J'entendais Boris Cyrulnik parler de ça il n'y a pas très longtemps. On a besoin de l'imagerie pour se rassurer par rapport à ça. Ça donne aussi une caution. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la recherche, c'est très important. Par contre, on sait que l'intuition, il disait de Dolto d'ailleurs que son pifomètre était très efficace, qu'on a découvert que les choses étaient tout à fait vraies. Bon, merci pour elle. Voilà, donc, mais ça veut dire que les études sont encore nécessaires, mais ce qu'on sait, c'est que quand les personnes se libèrent en apprenant, en découvrant leur corps, en faisant le lien avec leurs émotions, en faisant le lien avec leurs activités, leurs comportements, alors elles sont capables de reprendre le sens de leur vie et se développer. Et probablement que l'art et la culture vont venir débloquer des systèmes de fonctionnement, des systèmes qui sont paralysés par la peur, par l'angoisse, par la tristesse, par la douleur. J'ai mis tout en bas l'empathie comme si c'était le moindre des problèmes. On verra que ça a vraiment une importance considérable. Et l'effet est réciproque quand on s'occupe d'art et de culture dans des soins biomédicaux ou en éducation thérapeutique. Il est réciproque sur les patients, sur l'équipe soignante, les proches aidants, et je pense de manière systémique plus vaste. Par contre, les soignants perdent de la liberté, ou de l'autonomie ou de la puissance. Hein. Les musées. Alors on pourra avoir une idée un peu bloc comme ça fait ville moderne avec des bâtiments, avec les musées tout en haut, avec des musées de sciences humaines, des musées d'art, des musées de sciences dures ou techniques, dans lesquels on pourrait aller de manière immersive, simplement comme un sachet de thé, voir ce qui s'y passe et prendre un peu l'ambiance locale, gratuitement. On peut avoir des visites expérientielles où vraiment on va faire des choses et on va essayer de se contacter à des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Et on peut voir ce qui se passe en nous. Et les visites créatives. Non seulement on a été dans cette immersion, mais en plus on a fait une nouvelle expérience, mais en plus on peut faire quelque chose de ça. Narratif, construit, organisé, mis en forme. Voilà, ça c'est des possibilités. Et puis l'art, c'est pas le seul endroit, c'est pas les seules des matières qui sont dans les musées. Il y a aussi d'autres choses. Par exemple, le musée d'ethnographie, c'est plutôt les sciences humaines, mais il y a des objets artistiques dedans. Très très beaux d'ailleurs, vous allez voir. Sciences et techniques dures, parfois les gens vont dire bah ouais, c'est vachement beau ce morceau là de métal qui est sculpté, ah, quelle précision. C'est quand même pas si étanche les comportements. Voilà, on pourrait aussi dire, tiens, on est dans un projet de soins, ça tombe bien, est-ce qu'il y a des besoins de santé d'aller au musée? Donc on peut explorer ces besoins en les instruisant avec une discussion avec la personne, un bilan, et puis on pourrait même avoir des objectifs après cette histoire. Et puis on pourrait dire, voilà, il y a peut-être un projet culturel avec des objectifs qui seraient la connaissance, des compétences, le plaisir surtout, j'espère, et des éléments sociaux, parce que peut-être remettre les gens en lien, c'est extrêmement important. Et puis du côté, un projet de soins, qui serait la thérapie. Alors j'ai mis thérapie en gras, mais moi ça me pique, parce que l'autre côté, c'est pas de la thérapie, je sais pas trop. Enfin, bon. J'ai quand même mis un peu de rose là au milieu. Il me paraît que c'est une couleur plutôt girly. On a dit ce matin que voilà, ça n'allait pas dans les couloirs.
Ne regardez pas mes chaussures. Et puis, pourquoi cette double flèche? Parce qu'il n'y a pas d'étanchéité, il y a une porosité. C'est Michel qui parlait de ça ce matin, la porosité, je crois, entre les soins et le reste. Et les personnes ne sont pas en morceaux, heureusement. À Montréal, si je ne me suis pas trop trompé, on est commencé par une immersion artistique. Et en fait, j'ai regardé, il y avait aussi des ateliers créatifs en art-thérapie, très tôt, en art, en fait. Et puis après, on est monté dans un niveau d'immersion avec création artistique, et puis maintenant, il y a de l'art-thérapie. Vous voyez, au début, c'était plutôt les patients, des gens qui pouvaient aller directement, et des proches, et puis on est arrivé vers les proches et les soignants. Et puis maintenant, au début, on est parti sur des programmes individuels, et maintenant, des programmes séquentiels, 7 semaines en groupe, études multicentriques, activités individuelles, aussi associées pour ceux qui veulent. Donc ça augmente en gamme progressivement. Voilà, donc pour résumer des choses qu'on vient de dire, peut-être qu'il y a plusieurs voies que j'ai schématisées de manière arbitraire, hein, franchement. La première, ce serait une voie de l'empathie esthétique. Alors, Laure nous en a beaucoup parlé ce matin, je ne vais donc pas trop développer là-dedans. C'est tout ce qui va permettre aux personnes de retomber un peu amoureux d'eux-mêmes. Ça fait du bien. De se donner le droit d'avoir confiance en soi, l'estime de soi, de développer ses compétences et les canaux sensoriels, d'hypersens, de voir à quoi ça les mène, de développer du coup une expérience esthétique incroyable en eux, et donc de renvoyer à une puissance de générer ces émotions. Voilà, on peut décider de voir la sculpture qui est sur le bord du lac, qui représente la dépression, comme d'aller caresser les ventres des chats de Gueluc. Et alternativement, ces choses sont possibles à recréer. Et si on le fait maintenant en expérience dans votre tête, vous allez voir arriver les émotions en rapport avec la statue. Et tout de suite après, paf, si vous pensez au chat de Gueluc, vous allez peut-être même sentir sur votre main la froideur du métal, la rotondité du ventre. Et vous allez dire, tiens, je vois avec mes mains. C'est bizarre. Faites ça ce soir en rentrant, en caressant vos enfants, en touchant votre mari ou vos amis. Vous allez voir que les yeux fermés, vous allez les voir. Peut-être même vous allez entendre leur rire rien qu'en les touchant, sans qu'ils le fassent. Et c'est tout l'intérêt de travail de Pierre Lemarquis, en particulier, de parler de ça, de dire que des synesthésies existent, c'est-à-dire des associations d'idées, mais surtout de sens entre eux, qui génèrent autre chose. La musique du toucher, par exemple. Et puis Pelleccia, en 2006, parle de manière très juste et très précoce des liens avec les possibilités de l'empathie esthétique en termes de connaissance. C'est qu'en fait, une personne qui est connectée avec ses sens, elle apprend mieux. Elle va savoir pourquoi. Peut-être que ses émotions sont mieux canalisées, qu'elle a envie de se projeter. La musique fait attendre chez nous la note suivante. On est dans une expectative comme ça. On attend quelque chose et un projet. Et là, vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Des reproches. Voilà. Hubert. Un regard défiant. De l'ombre. Ok. Les larmes. Ouais. Et puis moi, je vois des taches de couleur, en fait. On peut voir ce qu'on veut là-dessus. Et voilà. Pour l'artiste, c'était Colère de femme, le titre. Voilà, nous sommes qualifiés avec ce que nous avons comme matériel. Peut-être même en fonction de comment nous sommes à ce moment-là, comment notre biochimie interagit à l'intérieur de nous, nous avons décidé de voir de cette manière-là. Du coup, l'adaptation va avoir un rôle important. Et ceci va avoir un effet sur l'architecture de notre cerveau. Ce qui a été fait une fois par les mécanismes sociaux peut être redéfait et retransformé. C'est ce dont parlait Laure tout à l'heure sur l'utilisation donc aussi du nez, de l'odeur, des bruits, du toucher, de la parole. Et tout le travail peut être aussi de développer des connexions. Ici à Genève, on a une très jolie chaise. Je ne sais pas si elle sert à s'asseoir ou elle est faite exprès pour se casser la figure. C'est au niveau des Nations Unies, c'est la chaise cassée. Donc j'ai appris pour cette exposition aujourd'hui qu'en fait le pied représentait le pied perdu de quelqu'un qui avait marché sur une mine. Et le cerveau, il est inlassablement en train de vouloir reconstruire le suite du barreau de la chaise pour faire une chaise qui tient debout, parce qu'il ne va jamais s'asseoir dessus. Pourquoi? En faisant ça, il dit c'est intolérable qu'on perde un pied.
une émotion qui vient et qui va être emportée. L'autre voie, ce serait la voie pédagogique. Une voie pédagogique qui serait où on va synchroniser la cognition et l'émotion, puisque c'est un même phénomène, en travaillant sur les œuvres d'art comme base de résonance et de compréhension, et de développer ses compétences pour faciliter la réhabilitation de soi et le développement de connaissances de soi, mais aussi pour apprendre du nouveau. Pourquoi pas apprendre de la musique lorsqu'on a une maladie chronique? C'est le bon moment, non? En faisant ça, on relance un processus d'apprentissage en mettant du plaisir et une tension qui amène un cadeau qui n'est pas prévu et qui est quelque chose quand même de super agréable. Enfin, une bonne nouvelle. J'ai fait ceci pour vous montrer, c'est un schéma que j'ai bricolé. Au milieu au centre, vous avez un truc dont je vais vous commenter. Je ne le commente pas, c'est marqué. C'est la forme de la tragédie classique. Et en haut, c'est l'évolution des maladies chroniques. Une phase primaire silencieuse, une phase aiguë, et une prévention secondaire après la phase aiguë. Et on est dans un cycle qui tourne avec une pièce de théâtre dramatique. On peut s'en sortir. Une phase préconsciente, c'est pas trop, peut-être que ça va m'arriver. Une phase de prise de conscience et une phase de conscience, généralement assez douloureuse et désagréable. On a envie d'oublier ça et passer à autre chose. Et je fais exprès de montrer ce schéma, c'est aussi un moyen, l'art, les concepts peuvent être développés et sont connus depuis longtemps pour être des sources de compréhension. Une voie médicale, celle-ci j'en parle rapidement parce que vous l'avez vu, c'est l'OMS qui parle des effets de l'art et de la culture sur le plan psychologique, physiologique, social et comportemental. Mais aussi sur des critères durs, comme vous voyez en bas, les maladies du poumon, le diabète, les maladies cardiovasculaires, et en haut, ce qu'on entend plus souvent, les troubles de la santé mentale, par exemple. Ça marche en prévention primaire, et puis, lorsqu'il faut, soutenir un traitement sur le long terme, ou développer des soins ou de sa santé pour le long terme. Si on regarde une focale sur la maladie cardiovasculaire, on retrouve des aspects, par exemple le contrôle de la glycémie par la danse, vous n'êtes pas étonné, mais aussi l'adoption de changements de comportement avec la danse. C'est quand même assez bizarre, mais c'est en rapport avec l'exercice d'une routine, par exemple. Je vous passe là-dessus parce que je pense qu'il faut qu'on avance. Donc il y a un peu un renversement de paradigme, comme on pourrait aller faire des soins au musée, et puis de la culture ou de l'art dans les soins, Michel, d'accord? Voilà, on pourrait aussi aller au musée pour sa santé, et non pas pour la maladie. Et puis on peut envisager donc une injonction préventive gratuite à prendre soin de soi. Ça, c'est en face du musée d'art et d'histoire à Genève. Donc un morceau de recyclage de forme avec une courbe de jambe. Voilà. Allez rajouter votre cerveau là-dedans pour en faire quelque chose. Voilà un paradoxe. Je vous prescris une visite pour aller au musée, pour vous émerveiller et passer du bon temps. Quand même, c'est pas un peu paradoxal. Prescription, ça veut dire c'est moi qui décide pour vous quand même. On aimerait bien l'inverse. Et c'est pour ça que cette perturbation cognitive est utile. Voilà. C'est un but aussi de partager l'expérience. Prendre le temps de partager avec quelqu'un, avec un soignant, va développer une relation approfondie. Si on y va pour soi tout seul, on est tout seul avec soi. C'est bien. En même temps, si l'autre, qui n'est pas exactement soi, est bienveillant, peut amener à réfléchir différemment, à voir d'autres aspects. En groupe, c'est hyper intéressant. Et puis, je vous montre juste que c'est aussi s'engager à s'exprimer avec d'autres moyens que les mots. Et la création, c'est le summum, de mon point de vue, de la transformation de l'expérience. Tous, nous sommes créatifs, mais de créer, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est notre projet en 2019-2020 avec la Fabrique des Contes. On a travaillé sur le mythe du héros, donc au MEG, avec des patients et les soignants. Je vous passe sur la forme. C'était une procédure comme ça qui a été faite. Et donc, on a vu, je n'ai pas marqué le nombre de patients, mais il y a eu il y avait 109 patients qui sont passés. Voilà. Ça, c'est un atelier. Vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux. C'est vraiment construit. J'espère que Catherine ne va pas me crier dessus après en me disant que je n'ai pas fait des objectifs corrects avec des thèmes. Voilà, mais il y a des objectifs transversaux. Vous voyez en bas, moi, j'adore les objectifs transversaux. Détente, plaisir, évasion, empathie esthétique. Mauricio, qui travaille avec nous au MEG, il me dit « Mais arrête de penser que les gens vont au musée pour faire des choses intelligentes. » Ils ont envie juste de vivre et de passer un bon moment. Et ça, c'est déjà énorme. Tu es d'accord, Xenia? Xenia est patiente partenaire dans le programme de réadaptation cardiovasculaire, donc elle a vécu, pas sa vie des comptes, mais après. Et peut-être qu'on aura le temps d'en dire 2 mots après dans les débats, si tu es d'accord, Xenia. Schéma d'intervention n'a pas tellement changé, oui, je vais bien finir. En 2020-2021, mais enfin, j'ai eu l'or qui m'a été, je suis à bonne école. Avec injustice environnementale. On m'a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire au musée pour parler d'injustice environnementale?
Ce n'est pas le truc qu'il faut aller voir quand on a une maladie cardiaque. Eh bien voilà, moi j'ai mis une petite loupe dans la main des patients qui s'appelle Métamorphose. Et ils ont été regarder Métamorphose. Il y avait le conte du saumon. Et puis aussi comment les autochtones les populations autochtones se sont mobilisées contre les injustices. Et ils ont vu ça. Une calebasse réparée. Et des patients de maladies cardiovasculaires qui ont été parfois sternotomisés. Ah, c'est peut-être pas du bricolage seulement. Même ça pourrait être précieux. Je crois qu'il y a tout un pan d'art au Japon de réparation des céramiques avec de l'or, par exemple. Je crois que vous en avez des exemplaires ici. Hein. Comment ça s'appelle? Voilà. Et là, c'est pas qu'une cicatrice, c'est un ornement. Et peut-être même ça peut s'effacer. On va continuer avec le musée d'art et d'histoire, avec la danse de la peinture, et les croquis, grâce à Xenia, le dessin. Mais est-ce qu'on est en lévitation dans toutes ces expériences? Est-ce qu'on est hors sol? Est-ce que franchement les petits oiseaux nous portent vraiment? Et on gazouille de manière dans le bonheur? Le chat, c'est un clin d'œil pour moi, ça aussi. Mais bon, je vous dirai peut-être après. Parce qu'en fait, on est peut-être dans quelque chose qui est en train de se construire, c'est le concept de la santé culturelle. 3 étapes, empathie esthétique, travail narratif, travail métacognitif, donc prendre de la hauteur et du recul, travail d'élaboration créative. Et on pourrait dire, après l'élaboration créative, encore de la métacognition. Pour quel public? Pour tous. Je vous passe. Et puis les propositions concrètes, c'est que maintenant, de manière systématique, alors c'est pour toi Barbara et pour tous les médecins qui sont ici, hein, anamnèse systématique culturelle, et puis mise en place et renforcer les compétences culturelles, évaluer les besoins d'encadrement, former, prescrire les activités ou les réaliser avec les patients et surtout aller le faire. Barbara, il faut que tu viennes avec tes patients au musée. Et proposer des activités culturelles artistiques de support durable dans le temps, c'est-à-dire ne pas s'arrêter sur une mise en situation, accompagner le mouvement, prendre du temps, si possible sans les soignants après. Voilà, peut-être qu'on peut s'arrêter là-dessus. Je pense que, pour moi, tout est dit là-dedans. Nous avons tous en nous des capacités créatives pour relancer des choses intéressantes chez nous. Voilà. Et pour finir, ceci est un dieu grec qui s'appelle Asclepios. C'est un des dieux de la médecine. Épidore, 5 siècles avant Jésus-Christ. Il faisait déjà du théâtre. Il faisait des modifications de l'alimentation. Il proposait des soins culturels et il demandait aux gens de se soigner en prenant soin d'eux. Donc on a fait le tour de la dialectique historique des soins et du musée et de l'art dans les soins. Merci à tous.